Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de lettres et de philosophie, autrice d'un essai intitulé « Une bête entre les lignes » pour explorer la place singulière du cerf dans la littérature. Bonjour Anne. Bonjour Nicolas. Pour le grand public, le cerf, ça évoque tout de suite Bambi. Avant d'être un film, c'était pourtant un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, Bambi, histoire d'une vie dans les bois, c'est l'histoire d'un chevreuil, d'un petit chevreuil au départ. C'est aussi l'histoire d'une forêt. Et c'est un livre extrêmement intéressant parce qu'il a été écrit et publié en Autriche par Felix Salzmann et publié en 1923. Et ça a été un succès énorme. Donc cette histoire qui narre un cycle de vie. Le début, un petit fan qui s'appelle Bambi, Bambino, comme un petit garçon, un petit enfant, qui naît donc dans les bois, dans une espèce de cache qui est comme une matrice en quelque sorte forestière, dans les fourrés. Et puis on va avoir toute sa vie qui va être déroulée sur plusieurs saisons, jusqu'au moment où lui-même deviendra un grand cerf, un grand chevreuil, un ancien, et deviendra le père de 2 petits fans. Alors, ce qui est passionnant dans ce livre, est-ce que c'est vraiment un livre pour enfants ? Déjà, ça nous montre à quel point le rapport à la nature a évolué. Je pense que les enfants d'aujourd'hui seraient extrêmement choqués de lire ce livre. C'est un livre sur la splendeur de la forêt, sur la variation des saisons, mais c'est surtout aussi un livre sur la peur, sur la menace, sur le sang. Il y a une cruauté permanente dans ce livre. Cruauté, vous entendez cruor, le sang versé, le sang versé qui est le contraire du sanguis, du sang de la vie qui circule. Et notamment l'hiver, sur la neige, on a des animaux qui ne cessent de mourir dans des conditions épouvantables. D'une part parce qu'il y a des entre-dévorations, c'est-à-dire que Félix Salten n'hésite pas à nous montrer des animaux qui se mangent les uns les autres, et on est loin de l'irénisme un peu ambiant aujourd'hui sur les animaux. Et puis, avec des scènes très violentes. Et puis, d'autre part, c'est une histoire aussi de chasse. L'homme n'est jamais nommé en tant que tel, c'est il, en allemand. Mais l'homme est celui qui va chasser tous les animaux de la forêt. Il est doté d'un 3e bras. Ce 3e bras, les animaux discutent entre eux pour savoir si c'est une prothèse, si c'est vraiment un bras. En tout cas, ça crée le tonnerre et ce tonnerre tue. Et donc ça, je dirais, c'est le côté éthologique aussi de Félix Salten, qui était un chasseur qui pratiquait une chasse raisonnée, on va dire, pas comme les carnages dans le livre. Et donc, vous voyez, les espèces communiquent entre elles, elles sont douées de parole, mais elles ne se mêlent pas les unes les autres n'importe comment. Les oiseaux, notamment les geais, sont là pour exprimer l'alerte, la veille, ce sont un peu les gardiens de la forêt. D'autres animaux sont là pour représenter la tendresse, la crainte, etc. Mais c'est pas n'importe quoi en termes de relations, de comportement. Et la deuxième chose tout à fait passionnante, et ça, on a une belle préface de Maxime Rovert qui nous a fait redécouvrir ce livre grâce aussi au traducteur Nicolas Vaquet, qui ont fait un livre ensemble, qui est donc Bambi, histoire d'une vie dans les bois, mais ils ont aussi fait un livre pour enfants, avec des dessins de Benjamin Lacombe. Donc vous parliez tout à l'heure du cerf en littérature jeunesse. Bon, je pense que c'est pas à mettre dans n'importe quelle main en termes parce que le texte est extrêmement dur, mais c'est une véritable réussite picturale. Et ce qui est passionnant, c'est que ce texte qui a donc été publié en Autriche en 1923 a été un succès phénoménal. En 1928, il est traduit en anglais. En 1929,
en français, mais ça dure pas longtemps, je dirais, puisque les nazis arrivent au pouvoir. C'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche en 1936. Et là, Bambi est considéré par les nazis comme un livre représentant les souffrances du peuple juif enfermé dans le ghetto de la forêt, en quelque sorte. Il y a donc des autodafés de Bambi. Félix Salten, qui s'appelait en réalité Félix Salzmann, s'expatrie, s'exile en Suisse. D'ailleurs, il n'y avait pas que les nazis qui disaient que c'était une représentation des juifs de l'époque. C'était aussi un livre sur des cerfs qui veulent vivre leur vie, des chevreuils, pardon, qui veulent vivre leur vie de chevreuil en tant que telle, donc des juifs qui veulent pouvoir vivre leur judaïsme à leur manière. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Gobo, qui est un chevreuil qui accepte une forme de domestication, voilà, donc de se séparer en quelque sorte du judaïsme. Et ce chevreuil sera tué malgré la confiance qu'il a donnée aux hommes. Alors, il n'est pas question de plaquer cette histoire juive sur le roman. Ce qui est intéressant, c'est ce que les gens finalement en ont fait. Et j'aime bien l'idée de commencer cet entretien d'emblée par une relation entre le politique et le sauvage et montrer que la nature, c'est toujours une représentation politique et historique qui dépend des contextes dans lesquels les livres sont produits. Et en termes de représentation, à quel point ce livre de Félix Salten a inspiré l'œuvre de Disney ? Alors, ça l'a véritablement inspiré. Walt Disney a été fasciné par ce livre. Il rachète les droits de façon assez complexe. Il essaye de faire un Bambi qui soit extrêmement juste en termes de mouvement animal. Et ça, il respecte en quelque sorte le côté de Salten qui était très juste de ce point de vue-là. Mais évidemment, tout ce côté historique dont je viens de parler est gommé. Et ce qui intéresse Walt Disney, c'est de créer de l'émotion à partir et de faire un film pour les enfants qui retrace donc la vie non plus d'un chevreuil, mais d'un cerf. Pour quelle raison avoir justement fait ce changement ? Je pense qu'au niveau pictural, notamment, le cerf est beaucoup plus grandiose, c'est le roi des forêts, c'est l'animal arbre, les bois des cerfs comme les bois des arbres, les ramures des cerfs comme les frondaisons des arbres. Et donc il y a une majesté et des mythes qui sont associés au cerf qui font que c'est ce que voulait exploiter Walt Disney. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça prend du retard, mais en tout cas, ça sort en 1942, en pleine guerre, donc c'est très étonnant, ce hiatus, je dirais, entre d'une part le côté parfois pastel, coloré, etc., du Bambi de Disney, et puis la guerre, Pearl Harbor qui a eu lieu, etc. Mais Walt Disney voulait absolument qu'il y ait une adéquation entre le dessin et la rythmique animale, et donc il fait venir des fans dans les studios pour que les dessinateurs puissent s'en inspirer. Ils font des études sur un cadavre de faon, ils vont faire des prises de vue aux zoo de Los Angeles, ils vont dans les forêts du Maine examiner comment se meuvent les cerfs, et ils inventent même une machine capable de rendre compte de façon très juste des contours et des mouvements des animaux. Et voilà, donc ça c'est tout à fait passionnant. Voilà. Et quel est votre regard justement sur cette œuvre de Disney ? Alors moi j'ai un regard, je dirais, très positif. Je pense que quand un livre est mis en film, il ne faut pas chercher à retrouver le livre dans le film, il faut regarder le film pour lui-même. On reparlera de Conrad, par exemple, mais au cœur des ténèbres de Conrad, il est filmé en quelque sorte version Apocalypse Now par Coppola, et on ne va pas se dire tiens c'est du mauvais Conrad, on va se dire c'est du très grand Coppola. Et là c'est la même chose. Et moi mon regard c'est que Walt Disney est quelqu'un d'incroyable pour ce qui concerne la musique, c'est-à-dire que la bande son
joue un rôle majeur. Il y a les moments de gaieté où on entend presque des oiseaux gazouiller avec des flûtes. Il y a des moments où il y a les cymbales, c'est les cerfs qui apparaissent. Le moment de la mort de la mère de Bambi qui a traumatisé tant de gens, il a fait plein d'essais en termes musicaux et surtout en termes visuels. Il avait même fait des projections tests sur ses employés, donc 400 personnes réunies dans une salle où on voyait la mort de Bambi à l'écran, du sang sur la neige, etc. Là, les gens étaient tellement affolés qu'il est reparti en arrière et il a créé cette image fantastique, l'ellipse dans Bambi, où voilà, il y a une sortie d'écran, la mère meurt en coulisses, et ensuite la musique change, on sort de la prairie, on rentre dans la futaie, et là la neige commence à tomber, ça me donne des frissons, parce qu'on a ces petits flocons de neige qui forment comme un écran, une sorte d'écran psychique sur le traumatisme que vient de vivre ce bambino, voilà. Et en termes éthologiques, de comportement animal, on voit une larme couler, mais ça peut être aussi un flocon de neige. Et là arrive le cerf, le père, donc une famille aussi très nucléaire, une harde très hiérarchisée. On reste dans un univers américain. Mais Salten, lui, avait pas utilisé cette ressource dramatique-là. Bambi, à un moment, est obligé de courir dans Salten parce que le tonnerre arrive, c'est-à-dire les coups de feu. Et à un moment, il se demande où est sa mère, et un des chevreuils qui est sa tante lui dit elle ne reviendra pas, et il ne la revit jamais. Mais l'accent n'est pas mis de la même façon. Et Félix Salten dotait tout de même les animaux de sentiments humains et de paroles ? Oui. Alors qu'il y a très peu de mots en réalité chez Walt Disney. Maxime Rover en a compté 800 à peu près, je crois. Chez Félix Salten, les animaux parlent entre eux, ils dialoguent, même quand ils sont à l'agonie, ils s'expriment et c'est totalement bouleversant. Donc oui, il les anthropomorphisme, mais donc il leur donne des affects et des sentiments humains, mais sans pour autant les transformer uniquement en humains. Je vous ai donné l'exemple de temps en temps, ils n'arrivent pas à interpréter exactement ce qu'ils sont en train de voir, et il y a une scène extraordinaire où le vieux cerf, qui est le patriarche qui guide Bambi dans la vie et dans une patrie refuge, il vient lui montrer à un moment que l'homme, que tout le monde, qui n'est pas nommé comme tel, que tout le monde pensait être une sorte de puissance absolue, peut être un être mort lui aussi, puisqu'on voit un braconnier égorgé, la tête coupée en deux, le sang sur la neige là encore. Et donc là, Bambi comprend que ce il n'est pas une puissance invincible. Pourquoi, selon vous, le cerf et le brame du cerf inspirent autant les écrivains et les écrivaines ? Alors le brame du cerf, c'est vraiment l'incarnation sonore de la puissance sexuelle. C'est l'incarnation sonore aussi d'une transmission génésique possible, d'une transmission de génération en génération. C'est aussi le passage des saisons, d'accord ? Donc on est à un moment hyper important de l'année où c'est à la fois l'entrée en dormance de la nature et ce moment où elle va pouvoir se régénérer doucement pendant l'hiver. Et bien sûr, ça relie le cerf à une sorte de divinité, en quelque sorte. C'est la voix de la forêt. Et les écrivains, ils sont extrêmement sensibles. Donc je conseille aux lecteurs chevronnés et aux lectrices chevronnées de se procurer Les Désarçonnés de Pascal Quignard. On a un moment magnifique où Pascal Quignard crée une sorte de mythe qui est celui du combat entre le cheval primordial et le cerf primordial.
Et donc, il nous raconte que les ramures du cerf, c'est comme du sperme pétrifié, que le cerf est dans des espèces de, comment vous dire, de jaillissements permanents, que sa voix, son brame, est quelque chose qui sort de l'ombre, de la forêt, du nocturne, alors que le hennissement du cheval, c'est nasillard. Il y a un combat entre eux. D'abord, le cheval est moins beau que le cerf, donc il est jaloux, ils se battent, et à chaque fois, c'est le cerf qui gagne. Et un jour, que se passe-t-il ? Comme d'habitude, l'humain arrive et il propose au cheval, exactement comme dans la fable de La Fontaine, le loup et le chien, il propose au cheval un mors, un collier, un licol, à manger, etc. Et il l'aidera à vaincre le cerf. Donc l'homme monte sur le cheval, c'est peut-être la naissance du centaure, et cet homme cheval tue le cerf, il en fait un massacre, c'est-à-dire quand vous faites un trophée, vous coupez la tête du cerf, on appelle ça un massacre, et le cheval se rend compte à la fin qu'en réalité c'est une fausse victoire, et que c'est quand même le cerf qui a gagné. Donc ça, je trouve que c'est très beau, parce que le brame du cerf, c'est ce qui repoussait le hennissement vers les plaines, voyez, vers le domaine des humains, alors que le brame, c'est ce qui reste au fin fond de la forêt. On va retrouver de très beaux brames aussi chez Félix Salten. Le moment où le chevreuil Bambi, il est avec sa mère, pousse son premier brame, c'est le moment où il voit 5 êtres majestueux qui arrivent, voilà, qui lui font une peur épouvantable. Sa mère elle-même est tétanisée par la peur. Et ces grands êtres majestueux qui marchent comme si c'était des arbres en train de se mouvoir, ce sont 5 grands cerfs, donc grandioses, beaucoup immenses, les géants de la forêt. Et là, Bambi pousse son premier brame, qui est une sorte de catharsis, de purgation de l'angoisse. Il extériorise en quelque sorte une puissance cerf à l'intérieur même du chevreuil. Et donc c'est extrêmement beau, parce que le brame, c'est pas seulement la sexualité, ce sont toutes les pulsions, y compris la peur, y compris l'admiration, qui peut être reliée à la peur, la fascination. Il est subjugué, nous dit Nicolas Vaquet dans sa traduction. Et puis, pour vous donner peut-être un dernier exemple de brame, parce que je pense que les auditeurs et les auditrices auront vraiment envie de lire aussi ce que les grands écrivains sont capables de faire. Dans la dernière Harde de Maurice Genevoix, il y a des brames discrets qui sont comme des espèces de dialogues entre cerfs à l'intérieur de la Harde, donc où les biches, les cerfs se communiquent entre eux, et puis surtout à la fin du livre dont je ne dévoilerai pas la teneur, on a un brame auquel il faut absolument arriver. Donc je conseille de lire tout le livre et de découvrir ce que c'est que ce brame, qui n'est pas celui du héros de la dernière Harde. Donc le cerf est un animal particulièrement représenté dans la littérature ? Le cerf, je dirais, oui, il accompagne les humains depuis tellement longtemps. On va peut-être juste remonter à Ovide. Chez les Grecs, le mythe d'Actéon, que reprennent ensuite les Latins. Ovide, on est au début du 1er siècle après Jésus-Christ. On est dans les Métamorphoses. Et donc, ce mythe, il est vraiment fondamental dans sa version grecque comme latine, parce qu'on a affaire à un chasseur qui est pris par la folie du carnage. Cette folie du carnage, c'est un grand anthropologue et historien qui s'appelle Bertrand Hell, qui nous a décrit un petit peu ce que c'est. C'est ce que les gens appelaient le sang noir. Et donc, quand vous êtes un chasseur ou une chasseresse, vous pouvez avoir le sang, qui est une humeur, avec la lymphe, la bile, la trabile, etc. Le sang va cuire un peu trop, le sang va s'échauffer, va devenir une humeur déséquilibrée, épaisse, sombre, de la couleur peut-être des fauves, qui avant d'être roux étaient des animaux extrêmement sombres. Et ces chasseurs qui sont comme Actéon, pris dans cette folie meurtrière, commettent des carnages. Donc c'est ce qu'a fait Actéon. Et on est à l'heure de midi, c'est ce que j'appelle l'heure crue, vous savez, le moment où il n'y a plus d'ombre, le soleil, vous ne pouvez plus vous cacher.
Vous êtes éclairé, en quelque sorte, par le cosmos. Et à ce moment-là, Actéon, ses hommes sont au repos, ses chiens aussi, sa meute de chiens. Il avance un peu dans la forêt. Et là, ce qu'il rencontre, cet homme, il rencontre une femme ours. Il rencontre Artémis, Diane. Artémis en grec, Diane en latin. Artémis, c'est la racine art indo-européenne qui nous vient de l'ours. Arthur, Martin, les chapelles Saint-Martin, par exemple, vous pouvez être sûr qu'il y avait un culte de l'ours avant. Et donc, Artémis, c'est la grande vierge, c'est la grande chasseresse, c'est la sœur d'Apollon, c'est la lune, c'est la forêt obscure, comme chez Quignard. C'est la femme absolue. Et elle est en train de se baigner, elle est nue. Et évidemment, Actéon, par hasard, voit le divin en face. On n'a pas le droit de voir le divin en face, il faut toujours qu'il y ait un voile, en quelque sorte. C'est ce que Delphine Orviller, il faut qu'il y ait une membrane, vous voyez, entre l'humain et le divin. Et Actéon voit ce qu'il ne doit pas voir en face, et elle n'a pas son carquois parce qu'elle est nue, et donc du coup, elle va lui jeter quelque chose de très féminin, deux choses très féminines dans les mentalités archaïques, de l'eau, d'accord, l'eau de la maternité, l'eau des femmes, et puis une parole. Et un sort lui est jeté à Actéon. C'est le fatum. Les fatas, c'était, vous savez, fée, ça vient du mot qui veut latin fata. C'était les sorts. Et quand vous jetez des fatas, quand vous jetez des paroles, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Elles existent. C'est magnifique de se dire, même aujourd'hui, quand en politique, vous sortez une parole, elle prend racine, en quelque sorte, dans le psychisme des gens. Et donc, elle lui dit, puisque tu as voulu voir la déesse nue, eh bien, tu vas être transformé en cerf. Donc, le chasseur, le prédateur, devient la proie. Et donc, il y a une très belle description des oreilles, des bois qui poussent, ses jambes qui se transforment, ses poils aussi qui s'allongent. Et il reste humain, mais ce qui sort de sa bouche, ce sont ni un brame de cerf, ni des paroles humaines, mais un entre-deux. Et ça, c'est magnifique chez Ovide, puisque cet homme cerf, il est dans l'entre-deux, et il va être pourchassé par ses propres chiens dans une description extraordinaire, puisque chaque chien, chaque chienne a un nom. Donc ce sont des chiens humains en quelque sorte, d'accord, qui vont l'attaquer, le dépecer, et lui il hurle intérieurement, et il sera démembré. Et voilà ce qui arrive au chasseur qui exagère un petit peu. Alors, on a un autre personnage qui va être un chasseur fou, j'allais dire, mais qui deviendra un saint. Et là, c'est Saint Julien l'Hospitalier, dans la version de Flaubert. Alors, Gustave Flaubert, on est à la fin du 19e siècle, il écrit 3 contes, et parmi ces contes, il y en a un qui s'appelle Saint Julien l'Hospitalier. Il s'inspire d'une très vieille légende médiévale sur Julien. Julien qui était un homme un peu pervers, jeune. Il commence à tuer des oiseaux. Il prend un plaisir sadique et pervers à tuer des animaux innocents. Son père l'initie à la chasse, lui fait lire des livres de vénérie, donc essaye de l'éduquer, des livres de chasse et de chasse à courre. Et Julien devient un homme des bois, un homme sauvage. Il part dans la forêt. Au Moyen-Âge, la forêt, et même au 19e encore, c'est l'endroit de l'inconscient, c'est l'endroit du psychisme un petit peu trouble, c'est l'endroit où les êtres civilisés n'ont pas le droit d'aller, où il y a les ermites, les hommes des bois, les fauves, etc. Et Julien n'arrive pas à respecter la frontière entre le prédateur et la proie, et il est dans des corps à corps incroyables avec plein d'animaux, et un jour il arrive dans un cirque qui est comme une scène de théâtre, et là il voit toute une harde de cerfs et de biches, et il les tue tous un à un. Les derniers qui restent, c'est un faon, une biche et un cerf. Il tue le faon. La biche a une voix humaine en hurlant de douleur, et là il la tue. Et là, le grand cerf noir, c'est pas un cerf blanc, c'est un grand cerf noir qui avance vers Julien et qui lui est dit, au son d'une cloche, maudit, maudit, maudit sois-tu, tu tueras ton père et ta mère puisque tu es un animal féroce.
Et donc Julien revient au château, et là il se dit, mince, je vais être parricide, matricide. Il s'enfuit. Et puis, je vous passe les détails, il épouse une princesse, il devient un roi plus ou moins en Orient, mais son père et sa mère sont tristes et le recherchent. Et un jour, alors que lui qui n'avait plus le droit de chasser, une nuit, il part quand même chasser. Et au moment où il chasse, il essaye de tirer les animaux, mais il n'y parvient pas. Les animaux sont autour de lui, l'encerclent, sont en train de se venger de lui, en quelque sorte. Donc il rentre chez lui, dans son château, sans avoir pu tuer aucun animal, alors qu'il avait fait un carnage des années et des années auparavant. Donc c'est un chasseur qui n'arrive plus à chasser, malgré ses pulsions. Et il revient extrêmement énervé chez lui. Et là, en fait, ses parents ont été accueillis par sa femme, et comme elle est très polie, elle les a couchés dans leur grand lit, dans la chambre de Julien et de sa femme. Et quand il arrive, il tâte, un petit peu comme le petit peu dans l'ogre du Petit Poucet, il tâte le lit, il sent des cheveux longs, il se dit que c'est sa femme qui est couchée à côté d'un homme, et là, il les tue. Donc, il devient effectivement parricide et matricide. Et ensuite, il va se transformer en saint parce qu'il va faire pénitence. Pour revenir sur la dernière Arde de Maurice Genevoix dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce texte ? La beauté, déjà. Et c'est pas n'importe quelle beauté, c'est une beauté sensible, une beauté vitale. C'est une beauté qui est incarnée non pas seulement par les animaux, mais par les broussailles, par les feuilles, par le vent, ce qu'on retrouve aussi chez Salten d'ailleurs. Donc il y a une splendeur d'une nature présentée comme dans toute sa sauvagerie, j'allais dire. Et puis il y a une très belle histoire, parce que c'est pas seulement l'histoire d'une Arde, c'est aussi une histoire d'amour et d'identification entre un jeune cerf roux, fauve, qu'on va appeler le cerf rouge, et un homme qui est un piqueux, donc quelqu'un qui dirige une meute à cheval. Et ce piqueux qui s'appelle l'affûté, vous voyez, comme une futaie, mais il est aussi futé, donc il est lié aux arbres, à l'intelligence. Il tombe amoureux fou de ce cerf qui est comme l'incarnation de la forêt. C'est son désir fait animal, en quelque sorte. Donc on a une très très belle relation entre eux. Et moi, ce qui me touche énormément, c'est d'abord que Genevoix est capable d'individualiser tous les animaux, donc les biches, qu'il ne faut pas oublier, hein. Quand on parle des cerfs, il y a les biches aussi, notamment l'un des animaux les plus intelligents de la forêt, c'est une vieille biche qui ne peut plus donner de faon, la bréhaigne, vous voyez, elle a un nom, voilà. Elle désigne aussi celle justement qui dirige la Arde. Elle est extrêmement maligne, elle est même dans la haine des cerfs mâles, parce que quand les cerfs mâles sont pourchassés dans la chasse à courre, ils viennent rentrer dans la Arde pour essayer de déharder un jeune cerf, un daguet, vous voyez, un petit cerf, un petit faon un peu inexpérimenté. Et elles essayent de garder la cohésion de la Arde. Et on a plein de noms. Il y a le pèlerin qui est un cerf qui, lui, est un solitaire. On a l'ancien. Et donc ça, c'est très beau, l'idée qu'on a des individus différents à l'intérieur d'une même espèce. Et puis, moi, ce qui me touche au niveau du langage, c'est cette capacité qu'il a de se mettre dans la tête des cerfs en gardant une certaine distance pour ne pas trop les humaniser, ne pas trop les anthropomorphiser. Et donc, par exemple, de temps en temps, on va voir le daguet, le jeune cerf, qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'ancien ? Pourquoi il revient sur ses pas ?» C'est ce qu'on appelle un contre-pied. Pourquoi il tourne en boucle comme ça, on tourne en rond alors que les chasseurs sont après nous ? Et il ne comprend pas ce qui se passe, mais nous, on comprend. Nous, les humains qui lisons le livre, que le vieux cerf est en train de créer des contre-pieds, tout un texte qu'il écrit à même le sol pour faire croire aux chasseurs et aux chiens qu'il faut aller à droite, qu'en fait, lui va à gauche. Et il y avait Genevoix était un grand chasseur, et puis on le connaît aujourd'hui, il est revenu à la mode, entre guillemets, par ceux de 14. Il a fait la guerre, ça l'a complètement bouleversé, il a perdu l'usage d'un
d'un bras. Et il a arrêté de chasser après la guerre. Louis Pergaud aussi, par exemple, il est mort pendant la guerre. Vous voyez, c'était un grand chasseur qui est mort pendant la guerre. Et c'était des gens qui, à l'époque, connaissaient des chasseurs. C'était pas des viandards du dimanche, c'était des gens qui avaient lu les livres de Vénéry, donc de chasse à courre. Vous aviez, par exemple... Maurice Genevoix, il a fait la préface au vocabulaire de la chasse. Il lisait Gaston Phébus au XIVe siècle. Il lisait Dufouillou au XVIe siècle. C'était des très grands livres de chasse qui donnent un vocabulaire extraordinaire pour comprendre ce que c'est qu'une empreinte, pour comprendre ce que c'est qu'un animal. Il faut bien vous dire que ces gens, à l'époque, ils étaient capables de voir des traces sur le sol et de dire c'est une femelle gravide, enceinte, ou c'est une vieille biche, ou c'est un jeune cerf, ou c'est celui qui boite. Ils pouvaient donner un nom, le sexe, l'âge, etc. Donc c'était fantastique parce que c'était des grands lecteurs de la nature et du sol. Et Genevoix a compris que les cerfs, ce sont, avec d'autres animaux, ceux qui ont inventé l'écriture et qui ont inventé les histoires. Et comme Scheherazade, dans Les Mille et Une Nuits, qui invente une histoire chaque soir pour préserver sa vie, puisqu'elle est face à un tyran qui veut la tuer. Mais comme ce tyran qui veut la tuer veut savoir la suite de l'histoire, elle arrête à chaque fois à un moment crucial et donc il lui laisse la vie sauve pour qu'elle puisse continuer. Eh bien, les animaux, ce sont comme des Scheherazade. Ils vont écrire à même le sol un faux texte. Et le vrai chasseur sera celui qui va comprendre les intentions qui sont cachées derrière. Donc c'est très beau. Alors ça donne évidemment envie de lire La Dernière Harde de Maurice Genevoix. Est-ce que vous auriez un autre livre à nous conseiller au sujet du cerf ou de la forêt ? Alors sur le cerf, j'en ai déjà donné un certain nombre. Sur la forêt, je conseille... Alors, je me suis fait une petite liste parce que vous pensez bien que je ne vais pas rester sur un livre, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, on aura Le Tigre de John Vaillant, ça se passe dans les forêts de très très loin de l'extrême-orient russe, l'histoire d'un tigre injustement chassé qui va se retourner contre les humains. Et donc, moi, j'adore quand les livres de chasse deviennent des chasseurs chassés. Je conseille Rabolio aussi de Maurice Genevoix, l'histoire d'un braconnier qui devient lui aussi une proie. Conrad, j'en ai parlé, Au cœur de ténèbres. Eri de Luca avec un chamois. Donc là, c'est moins la forêt et le cerf que le chamois dans la montagne, Le poids du papillon, ça s'appelle ainsi. Sur la forêt, George Sand au XIXe siècle. Vous pouvez lire À l'ombre des bois, qui est un recueil d'articles qu'elle a écrit, présenté par Olivier Barra, sur les forêts et les bois. Mais sinon, lisez La Mare au diable, La Petite Fadette et surtout Les Maîtres sonneurs. C'était les rockers de l'époque. J'adore qu'aller de village en village. Vous aurez Jacques Lacarrière dans La forêt des songes, Patrick Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse. Alors là, c'est un texte magnifique puisque c'est l'histoire d'un vieil homme qui est esclave. Et puis, il s'est toujours bien comporté, entre guillemets. Et puis un jour, il se dit, c'est pas possible, il peut pas mourir en étant esclave. Et il part dans la forêt. Et là, il va vivre une initiation incroyable. Et c'est un très, très grand texte sur la forêt. Vous l'aurez donc compris, vous avez le choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne Simon, pour échanger autour de la place du cerf dans la littérature. Merci, Nicolas.